Eh bien, bonjour tout le monde. Merci, Dr Lepage, de me permettre de vous entretenir d'un sujet qui m'a beaucoup interpellée durant l'été, soit l'impact d'un dépistage génétique chez la famille. Tout au long de cette journée-ci, on a entendu des experts parler de sujets fort intéressants. Mon défi sera, moi, d'être intéressante sans en avoir l'expertise au niveau du dépistage génétique. Effectivement, il y a quelques mois, je savais peu de choses en lien avec le dépistage génétique, mais une expérience terrain m'a forcé à me familiariser avec ça et avec l'impact que ça peut avoir chez une famille. Je vous mets en contexte. Madame Jolicoeur, appelons-la comme ça, a présenté une syncope sur une tachycardie ventriculaire en 2007. Un diagnostic de dysplasie arythmogénique du ventricule droit a été posé à ce moment-là. Un défibrillateur, des bêta-bloqueurs ont été instaurés et en 2008, Madame a présenté une tempête arythmique. Cet événement a été central dans sa vie, ça a causé beaucoup d'anxiété. Elle a dû apprendre à vivre avec cet appareil-là, à appréhender apprivoiser sa peur des chocs et aussi à faire confiance à cet appareil-là. Elle a eu le soutien d'une équipe multidisciplinaire de la clinique d'insuffisance cardiaque, entre autres des psychologues, cardiologues et des infirmières. Cet événement central a créé un lien très fort de confiance avec l'équipe et cette famille. Un mot sur la dysplasie arythmogénique du ventricule droit, pour ceux qui seraient moins familiers avec cette maladie. La dysplasie arythmogénique du ventricule droit consiste à une infiltration de tissus graisseux et de la fibrose qui s'implante au niveau du ventricule droit, qui touche parfois le ventricule gauche, mais plus rarement. Et l'incidence n'est pas très élevée et varie de 1 pour 2500 à 1 pour 1000 selon les régions d'Italie en ayant plus de cas. Et au Canada, on pense à Terre-Neuve et au Labrador où il y a plus de cas qui sont recensés. La mortalité annuelle est de 2 à 4 %. Les hommes sont autant touchés que les femmes, mais notons qu'au Labrador, c'était plus les hommes qui présentaient des syndromes de mort subite. Lorsque le patient a la maladie, il a un risque de 50 % de transmettre cette maladie à ses descendants. Notons que la mort subite survient chez des sujets relativement jeunes, dans la vingtaine, trentaine, mais néanmoins, la maladie peut se présenter à tout âge. Malheureusement, 71 % présentent une mort subite comme première manifestation de la maladie, et cette mort subite survient souvent en présence d'un sport intense ou d'une émotion forte. Un dépistage génétique existe pour cette maladie depuis 2005 et plusieurs gènes sont impliqués, dont je n'ai pas l'expertise suffisante pour en discuter davantage. Notons aussi qu'il y a beaucoup de sous-types de ces gènes-là, ce qui fait en sorte que d'interpréter tout ce qui est en lien avec cette maladie-là est complexe et nécessite l'expertise d'un conseiller en génétique. Notre objectif, quand on dépiste une famille au niveau génétique, c'est de prouver un diagnostic ou de prévenir la mort subite chez des patients qui sont habituellement relativement jeunes. Je vous présente la famille de Mme Jolicoeur. Mme Jolicoeur, 42 ans, a commencé à présenter des palpitations en 2003. Elle a consulté beaucoup de professionnels de la santé, passé des Holters, des échographies cardiaques, mais on se met en contexte d'une dame qui est autour de la trentaine, qui vient d'avoir une grossesse. Elle s'est fait dire qu'elle avait plus besoin d'un psychologue que d'un cardiologue. Malheureusement, c'est en 2007 qu'on a pu diagnostiquer sa maladie. Madame est mariée avec un monsieur de 46 ans qui est en bonne santé. Les parents de Madame sont divorcés et dans l'histoire familiale, on recense seulement un cas lointain d'un cousin qui serait mort dans des conditions nébuleuses en jeune âge. Monsieur s'est remarié et de cette union sont nés 3 garçons. Madame n'a pas de contact avec ses demi-frères. Le couple a eu 4 enfants, de 8 à 19 ans. Le sport fait partie intégrante de cette dynamique familiale. Notons aussi que la jeune fille de 12 ans manifeste des palpitations, ce qui inquiète la mère qui a présenté les mêmes symptômes avant le diagnostic de sa maladie. Évidemment, quand on arrive à un diagnostic de dysplasie arythmogénique du ventricule droit, on se doit, comme bon clinicien, d'adresser le dépistage génétique avec le patient et la famille. Donc, évidemment, quand on discute de ces situations-là avec les familles, elles ont des questions auxquelles on devrait être en mesure de répondre. Je dis bien « devrait ».
parce que pour moi, il y avait beaucoup de questions qui étaient sans réponse et j'ai dû, avec des collègues, chercher des réponses à tout ça. Ils veulent savoir comment ça se passe. C'est quoi un dépistage génétique? Est-ce que ça fait mal? Quand on les rassure, c'est des prises de sang qui vont rencontrer un expert en conseil génétique. Déjà, ça diminue un peu l'angoisse, mais il reste encore beaucoup de questions. Qui dans la famille doit être informé? Est-ce que je dois informer mes cousins, cousines, ma tante, mon oncle, ou seulement les enfants? C'est quoi les risques qu'un des membres de ma famille soit atteint? C'est quoi les options de traitement? Et ici, c'était particulièrement inquiétant pour cette dame-là, pour 2 raisons. La première était qu'elle avait subi une tempête arythmique avec un défibrillateur, et ce qu'elle craignait, c'était que son plus petit de 8 ans, qui est tout petit, ait besoin d'un défibrillateur qui, déjà, pour elle-même, elle trouvait très gros. Pour elle, ça ne faisait pas de sens. Moi qui travaille dans un centre adulte, je ne traite pas d'enfants, donc j'ai dû quand même faire des recherches pour apprendre qu'un défibrillateur, ce n'est pas implanté de la même façon, même si c'est de la même grosseur, mais c'est implanté plus au niveau abdominal plutôt que sous la clavicule. Et aussi de rassurer les parents qu'on n'a pas toujours besoin d'un défibrillateur, mais que des fois, c'est de l'observation, un suivi avec des examens. Et des fois, c'est des médicaments en première ligne, et que des fois, on arrive à un défibrillateur. Un début de maladie retardée, est-ce qu'on est sûr à 100%, quand on a fait un dépistage génétique, que l'enfant n'aura pas la maladie? Ou est-ce qu'il pourrait avoir certains gènes qui nous feraient penser que dans l'avenir, effectivement, il pourrait développer cette maladie-là? Et vient ici s'adresser aussi une autre question. Une dame qui est suivie dans un centre adulte, avec lequel elle a un lien de confiance, qu'on réfère dans un centre d'expertise pour un dépistage génétique, et qu'il faudra peut-être adresser ses enfants aussi dans un centre pédiatrique. Tantôt, Dr Lepage disait qu'il faut travailler en collaboration, et c'est un défi de taille ici quand il y a 3 centres hospitaliers d'impliqués qui travaillent autour d'une même famille. Les assurances-vie, est-ce que ça va m'empêcher d'en avoir? Et je vais y revenir un petit peu plus loin. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur le choix du travail de mes enfants? Donc, ce sont toutes des questions légitimes des familles qu'on se doit d'adresser avec eux avant de référer à un centre de dépistage génétique. Donc, pour les infirmières des cliniques d'insuffisance cardiaque ou qui travaillent en cardio, peut être appelé à donner de l'information, même on se doit de donner de l'information à nos patients. On a organisé le rendez-vous au centre de référence. Et souvent, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais comment ça fonctionne quand on réfère à un spécialiste? C'est souvent le cardiologue qui va écrire une lettre à son confrère ou au spécialiste demandant de voir tel patient en consultation. Or, quand on travaille dans une clinique d'insuffisance cardiaque, qu'on connaît ces patients souvent depuis des mois, des années, on est fort au courant de beaucoup de problématiques qui existent et on est souvent peu interpellé pour donner de l'information au centre d'expertise qui recevra ce patient famille en consultation. Dans ce cas précis, en termes de tout ce qui s'était passé autour de la tempête arythmique, toute l'inquiétude de la mère en regard de ça, je pense que ces informations auraient été bénéfiques pour le centre qui recevrait cette patiente-là. On peut être aussi des ressources utiles pour les proches inquiets. Mon oncle Hector, de 78 ans, qui a des palpitations, qui est l'oncle de madame, est-ce que lui devrait passer un dépistage génétique? S'il nous appelle, des fois, on peut juste faire un questionnement efficace et essayer de voir si, de référer aux bonnes personnes, peut-être à un cardiologue plutôt qu'à un centre de dépistage. Mais malheureusement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a peu de contact avec les centres de dépistage et que c'est un monde un peu inconnu. Et force est de constater que j'avais peu de connaissances en ce domaine-là, n'ayant pas eu de formation spécifique, ni durant mon DEC, qui remonte à très longtemps, ni durant mon bac, ni durant ma maîtrise, qui est plus récente. Quels ont été les résultats de ça? Les 4 enfants ont des mutations, mais il n'y a aucun qui nous permet de dire qu'il va développer la maladie ou non, mais sûrement, on ne peut pas exclure qu'ils ne la développeront pas. La seule chose qu'on savait, c'est que le plus vieux des enfants présentait un profil semblable à celui de la mère. Une fois que le dépistage a été fait et que la famille a rencontré le conseiller en génétique du centre d'expertise, elle a refusé, à tort ou à raison, le suivi avec l'équipe multidisciplinaire et l'équipe de psychosomaticiens. Pour elle, ça ne faisait pas de sens de consulter plusieurs hôpitaux
Ce qui fait que le conseiller en génétique a discuté avec notre cardiologue pour expliquer les tests et puis qu'on puisse organiser le suivi, qui consiste en un écho, un Holter, une épreuve d'effort et une résonance magnétique. On a fait ça pour les 2 plus vieux puisqu'on est un centre adulte et on a référé les 2 plus jeunes dans un centre pédiatrique. La résonance magnétique a été positive pour l'aîné, donc une infiltration de la paroi du ventricule droit par du tissu graisseux, ce qui confirmait la maladie. Comment on annonce ça à la famille qui est déjà inquiète? Et on avait un défi ici. On connaissait beaucoup la mère qui nous pressait d'avoir les résultats de ses enfants. Or, on a des enfants de 19 ans et 17 ans qui sont aptes à décider pour eux-mêmes et qui doivent accepter qu'on divulgue l'information à leurs parents. Donc, on a rencontré les 2 aînés individuellement pour annoncer la nouvelle et on leur a demandé l'autorisation de divulguer l'information aux parents qui étaient effectivement très inquiets. On a fait ça avec une psychologue parce qu'on les connaissait peu, ces enfants-là, et on ne savait pas comment c'était pour être géré. Et ensuite, on a rencontré le couple avec l'accord des enfants. En quoi ça a consisté, cette rencontre-là? Bien, c'est l'information sur les restrictions en regard des sports, une information sur le suivi qui serait requis et sur les signes et symptômes à surveiller et l'importance de consulter en présence de palpitations, étourdissements, douleurs thoraciques. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, quand on annonce ça à une famille? Bien, d'abord, comme des bons ados, les 2 garçons de 17 et 19 ans ont refusé le suivi avec la psychologue au plus long terme. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse dans la famille. Et pour le plus vieux, l'abandon des rêves et réinventer sa vie. Je vous mets en contexte, j'ai dit qu'il était sportif. Ce jeune-là fait partie de 3 ligues de baseball, joue souvent 2 parties par jour, est remarqué par les entraîneurs, fait de l'entraînement aux États-Unis et caresse le rêve de devenir joueur de baseball professionnel. Pourquoi il faut prescrire un arrêt de sport, ou en tout cas de ce sport-là? On a des recommandations de sociétés américaines qui nous disent que les sports plus grands que 6 mètres présentent un danger de déclencher des arythmies ventriculaires.